Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur les antennes de Public Sénat, France O et TV5 Monde. Bonjour Karine Sigo-Zabulon. Bonjour Pierre-Henri Gergonne, bonjour à tous. Alors c'est une matinée tout à fait exceptionnelle que nous vous proposons de suivre en direct ce matin sous le soleil qui inonde aujourd'hui le Jardin du Luxembourg à Paris à l'occasion de la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une 12e commémoration que vous pourrez suivre également sur vos écrans nomades avec le Facebook Live de la première, mais aussi sur Twitter avec les tweets live de Public Sénat et de la première. Et puis vous pourrez aussi interagir si vous voulez avec le hashtag 10 mai. Alors je vous le disais, une matinée tout à fait exceptionnelle sur nos antennes ce matin puisque d'ici une trentaine de minutes maintenant aux alentours de 11 h, Gérard Larcher, le président du Sénat, accueillera à quelques mètres d'ici le président de la République, François Hollande, qui sortira à l'instant même de son dernier conseil des ministres. Il accueillera également le nouveau président élu, Emmanuel Macron. C'est la deuxième participation du nouveau président Macron à une cérémonie officielle. On l'a vu il y a 2 jours, lors du 8 mai, sous l'Arc de Triomphe. Christiane Taubira est présente ce matin ici même. Et d'une certaine manière, c'est un peu grâce à elle que cette cérémonie existe aujourd'hui, existe tous les 10 mai. Cette fameuse loi Taubira, votée, je le rappelle, ici au Sénat à l'unanimité. Oui. Je pense qu'on va entendre Christiane Taubira bientôt. Christiane Taubira, c'est grâce à elle parce que ce n'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. C'est-à-dire que c'est bien Christiane Taubira, députée, qui porte cette loi, qui la pousse, qui essaie même d'en faire quelque chose de plus. Elle essaie d'aller très très loin. Évidemment, elle est dans un contexte particulier et elle a le soutien d'un certain nombre de députés et finalement, elle obtient le soutien de l'ensemble de l'Assemblée. Bruno vient de le rappeler, il n'y a pas uniquement la journée, il y a le quotidien des classes, il y a également la recherche. On attribue depuis plusieurs années un prix aux thèses pour développer la recherche dans ce domaine. On en reparlera dans quelques minutes. Tout de suite, je vous propose de retrouver Christiane Taubira en compagnie de William Cromwell. William, c'est à vous. Bon. Donc Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, et porteuse de la loi qui a inscrit cette date dans le calendrier national. Donc la 12e commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, c'est votre moment. D'accord. Je ne dirais pas que c'est mon moment parce que c'est une histoire collective et ce qui est important c'est qu'on la comprenne bien et qu'on en tire tous les enseignements. La loi a prévu dans son article 2 l'enseignement de cette histoire à tous les niveaux, scolaires, supérieurs, universitaires. Donc pendant les premières années d'ailleurs, un suivi annuel a été fait de l'application de cette disposition. Il faut que nous nous assurions que cette histoire est vraiment enseignée dans les meilleures conditions. Vous savez qu'il y a dans ce même article 2 un encouragement à la recherche et à la coopération. Depuis, effectivement, des prix ont été donnés, des thèses ont été primées, des manuels. Voilà. Alors, c'est la loi, évidemment, qui crée la date et c'est la loi qui a créé le comité national qui est devenu un conseil national de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Et puis, effectivement, il y a la création de ce groupement d'intérêt public et de la fondation pour les mémoires. C'est une fondation à laquelle vous allez participer? Alors, c'est une fondation, et je ne vais pas en parler avant ceux qui sont chargés de porter la présentation, au premier rang desquels le président de la République sortant, évidemment, mais c'est à eux qu'il appartient de dire ce qu'il y a. Évidemment, c'est une cause que je porte avec d'abord l'humilité qui s'y a cette cause, hein, parce qu'il y a tous ceux qu'on doit comprendre encore, hein, tout ce gouffre, hein, ce que Édouard Glissant appelait le gouffre, non seulement le gouffre de la réalité, mais le gouffre de l'imaginaire aussi. D'ailleurs, il disait que ce qui pétrifie dans le déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu affronté sans préparation et sans défi. C'est une façon de dire qu'en plus de l'extrême violence de ce système, il y a justement au niveau des imaginaires, au niveau de la fragilisation psychologique, au niveau de la prise en charge par les esclaves eux-mêmes de leur réalité immédiate et de leur avenir, il y a encore des choses à explorer. Et sur un plan plus politique, le fait que les deux présidents, le président nouvellement élu et le président sortant, assistent ensemble à cette commémoration, ça lui donne plus de poids?
Ben, il en avait été de même il y a 5 ans, puisque le président sortant, M. Sarkozy, était encore en fonction. Donc c'est lui qui a prononcé le discours, mais le président Hollande, récemment élu, était également présent. Donc disons que tous les 5 ans, nous sommes censés avoir la présence de 2 présidents. Est-ce que le nouveau président doit prendre la parole à ce moment-là ou est-ce qu'il doit attendre? Ben, il n'est pas encore investi, donc la règle républicaine, c'est qu'il soit présent sans prendre la parole. Je vous laisse regarder ces images, l'arrivée du candidat élu Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'il est accueilli, bien sûr, par le président du Sénat, Gérard Larcher. Là, je file en fait dans la foulée pour Corinne. Oui, très bien. Parfait. Parfait. Moi, je verrai une chose. Oui, moi aussi. Très bien. Parfait. Voilà, visiblement, le président du Sénat et le candidat élu, le futur président de la République, ont échangé quelques mots concernant des calendriers respectifs. C'est vrai que les calendriers des uns et des autres sont assez serrés en ce moment. On voit aussi le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, avec le candidat élu à la présidentielle donc dimanche dernier et qui sera président en exercice à partir de dimanche, ce dimanche. Parce que la passation de pouvoir est également est présent, bien sûr. On se souvient lorsque Jacques Chirac était venu ici même avec Nicolas Sarkozy. Il me semble que Jacques Chirac était dans la voiture du président de la République. Ils étaient arrivés ensemble dans la même voiture. Et ils étaient repartis ensemble. Ce qui n'est pas le cas cette fois-ci où Emmanuel Macron précède la venue du président de la République, dont ça sera l'une des toutes dernières cérémonies officielles ici même, ce 10 mai 2017. Claude Barthelone également est là, le président de l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Urvoas, la ministre de la Culture. Jean-Marc Ayrault également, le ministre des Affaires étrangères. Bref, une grande partie du gouvernement est présent pour accueillir Emmanuel Macron. C'est formidable. Qui faisait du sport, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas. Ah non, c'est pour ça qu'il faut... Ça veut dire qu'il faut, qu'il faut boire. Oui, il ne faut vraiment pas céder à ce genre de pression. Non mais le dernier rassemblement. Ah, j'en ai rappelé au président que... De parler de Corinne. Ouais. C'est la meilleure amie de Corinne. Le lendemain de ta victoire. La veille. La veille de la victoire Vous régionale. entendez la conversation des uns et des autres, Emmanuel Macron qui évoque, vous l'entendez. C'est une législature qui a commencé avec un vent. Olivier Ferrand. Ouais. Il est décédé très rapidement. Ah ouais. Dans la campagne. Au début du jour après Non, il était. Qui sera inhumé cet après-midi et une inhumation à laquelle participera le candidat élu, le futur président de la République, Emmanuel Macron, qui a réussi à trouver un créneau pour cet instant triste de cette fin de campagne électorale, le décès de Corinne Herel il y a quelques jours au cours d'un meeting officiel en sa faveur, en faveur d'Emmanuel Macron. L'arrivée du Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui vraiment devrait précéder de quelques instants seulement l'arrivée du président de la République, François Hollande. Là encore, l'une des dernières apparitions officielles du Premier ministre Bernard Cazeneuve au cours d'une cérémonie officielle. C'est vrai que ce 10 mai correspond à la fin de ce quinquennat de François Hollande qui ne devrait pas tarder à arriver. On aperçoit également la ministre des Outre-mer, Erika Barretsch, qui est également arrivée. On sent bien un esprit un peu particulier de cette cérémonie, la dernière du quinquennat de François Hollande. Chacun se dit un mot. Je crois que voilà, vous voyez le président qui est arrivé et qui salue très officiellement les membres du gouvernement de Bernard Cazeneuve.
François Durper, quel peut être l'état d'esprit du président de la République, François Hollande, la dernière fois qu'il vient escaliter ici même, dans ces jardins? Oui, les annonces qu'il va formuler aujourd'hui sont importantes parce que ça inscrit, si vous voulez, son action dans la longue durée. On se souvient que l'une des dernières décisions, des dernières actions du président Obama aux États-Unis était l'inauguration d'un musée afro-américain. Et là, évidemment, on attend dans ce discours peut-être des éléments précis sur ce point. Voilà, et en attendant, je vous propose d'écouter. Voilà. Monsieur Macron. Il est où, Monsieur le Président, félicitations. Moi, j'élargisse les... Oui, il faut Vous savez, hein. Bon. C'est pour moi que vous dites ça. Non, non. C'est belle. C'est vrai que toi, tu as commenté. C'est toi qui as lancé cette bête. Et quand j'ai voulu la présenter aux élections, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas pensée. Non, elle a voté pour la première fois. Là. Sénégalaise. Mais, donc on va d'abord voir l'exposition. Non, voilà, on dépose les germes. On dépose des germes, d'accord. L'exposition, et ensuite je vous accueille et il y a votre discours. Je sais que vous avez François, je vous accueille. Oui, c'est-à-dire. Oui, je prie. Comme on fait d'habitude. Le scénario habituel. Bon, et Emmanuel restera là, Oui. silencieux, mais inspiré. Il s'entraîne pour l'événement et il se prépare. Ça va? Oui, j'organise. Je aussi. On va continuer. Ça va aller vite, ouais, c'est ça. Oui, voilà. Donc voilà, prenez vos places. On va prendre nos places. Ah non, mince, moi je suis... Ah oui. Oui, voilà, je suis ici. C'est vrai, vous pas des millions de dollars en Chine. Est-ce que je peux parler? D'accord. Raison. Très bien. Suivez-moi. Sixième. Oh là. J'ai une sixième. Ah ouais, vous avez pris une. Nous on est encore au CE1.
Encore Encore On se verra tout à l'heure, d'accord? Bon. Donc nous allons maintenant découvrir l'exposition. Voilà. Voilà. Signe de la continuité. Aussi. Donc c'est voilà. Donc c'est l'exposition réalisée par les membres du comité. Donc la thématique de cette exposition cette année, c'est abolition et citoyenneté. Donc la France a aboli 2 fois l'esclavage à l'époque de la République. Et donc la situation qui est antérieure à l'abolition, avec, vous voyez, ce tableau qui montre le nombre d'esclaves, mais aussi le nombre de réputés blancs et de libres de couleur dans les colonies. Réputés blancs parce que ces populations considérées comme blanches étaient métissées. Donc là, ici, nous voyons un esclave, donc ce qu'on appelait un esclave nouveau, avec les scarifications de son pays d'origine. Alors ensuite, vous avez un deuxième panneau qui concerne ici les libres de couleur, une catégorie des populations coloniales moins connues, ce sont ces affranchis, affranchis par leur maître, affranchis aussi par rachat, et qui se retrouvaient dans une position de ségrégation par rapport à ceux qui étaient réputés blancs. Et bien que pour certains étant propriétaires d'esclaves, ils avaient moins de droits, ils n'avaient pas le droit d'être appelés sieurs, ils étaient appelés nommés, ils n'avaient pas le droit d'être officiers. Et donc voilà, mais certains de ces libres de couleur étaient particulièrement riches et ont commencé à militer pour avoir l'égalité des droits avec les autres. Et ça a d'ailleurs été la première étape pendant la Révolution française, c'est ce que l'on voit ici. Donc en 1791-1792, suite à des révoltes, l'Assemblée législative va leur donner l'égalité des droits. Et donc là, nous avons des libres de couleur illustres. Ici, vous avez le général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, le chevalier de Saint-Georges, donc des gens qui sont métissés et qui ont joué un grand rôle. D'ailleurs, dans la presse de l'époque, on dit que c'est après la trahison de Dubourrier, qui s'est rallié aux Autrichiens, c'est le chevalier de Saint-Georges qui l'aurait dénoncé et qui aurait permis finalement d'empêcher l'invasion de la France par les Autrichiens en 1793. Donc voilà l'esprit de cette exposition, avec ici la première abolition de l'esclavage, des révoltes d'esclaves, des révoltes de libres de couleur qui s'unissent avec 2 envoyés de la République qui sont des philanthropes au début de la Révolution. Et ça aboutit à cette abolition, dans un premier temps à Saint-Domingue, le 29 août 1793, et dans un deuxième temps, c'est avalisé par la Convention nationale, avec ce député qui se présente, ce député de Saint-Domingue, Jean-Baptiste Bellay, qui va se présenter. C'est une représentation tricolore, un blanc, un noir, un mulâtre, un peu l'ancêtre du Black Blanc Beurre de 1998, et ils vont obtenir par acclamation donc l'abolition de l'esclavage. Alors, je me tourne de l'autre côté, donc il y a eu un rétablissement, puis ensuite, alors je vous présente les membres du comité, donc Monsieur Pichot, Madame Lafont, Madame Astigiani, voilà. Madame Anglaise, Madame Rossignol, Monsieur Saunier, Madame Beauchamp-Affadé, voilà. Monsieur Gordien. On va faire le... Voilà. Et Monsieur Johan Michel. Voilà, tous ont participé. Voilà, tous ont participé à cette exposition. Donc, rétablissement de l'esclavage en 1802, mais rétablissement qui n'est pas total, vu que pour la plus importante des colonies françaises, Saint-Domingue, c'est l'indépendance qui débouche sur Haïti. Le rétablissement de l'esclavage va s'effectuer en Guadeloupe et en Guyane. En Martinique et à La Réunion, l'esclavage n'a pas été aboli du fait de l'occupation anglaise, mais également du fait,
pour la Réunion et l'île Maurice, qui était Île-de-France à l'époque, des colons qui ont refusé l'application et les envoyés de la République. Et donc ensuite, rétablissement pour la Guadeloupe. Et puis, à partir des années 1815-1830, le mouvement abolitionniste renaît. Alors ce qu'il faut noter, c'est que non seulement l'esclavage est rétabli, mais aussi le préjugé de couleur, c'est-à-dire cette mise à l'écart, cette ségrégation des hommes de couleur par rapport aux gens réputés blancs. D'ailleurs, le Code civil s'applique entre les blancs entre eux, entre les libres de couleur entre eux, mais pas entre blancs et libres de couleur. Donc, les libres de couleur vont recommencer à se battre pour leurs droits. Donc ici, Cyril Bicêtre. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que Cyril Bicêtre est le neveu de Joséphine. C'est-à-dire que le père de Joséphine avait eu une femme de couleur comme amante et qui avait donné donc Cyril Bicêtre. Et c'est lui qui va militer pour l'égalité des libres de couleur. Et suite à la Révolution de 1830, il va obtenir cette égalité en 1833. Et enfin, dernière étape vers l'abolition, c'est ici, en 1848, Monsieur le Président du Sénat m'en parlait tout à l'heure qu'en 1998, lors du 150e anniversaire, il était là pour piloter une mission au sein du Sénat. Donc l'abolition de 1848, qui elle aussi naît au lendemain d'une autre révolution du peuple de Paris, donc en février 1848, et quelques jours après, Victor Schœlcher dit qu'il faut l'abolition immédiate de l'esclavage. Abolition qui, comme pour la première abolition, il y a immédiatement la citoyenneté. Et ça, c'est une particularité française. C'est abolition, citoyenneté. Et élection. Et élection. Tout de suite. Ce qui n'est pas le cas chez les Anglais, pas le cas chez les Espagnols. Exactement. Et enfin, donc, cette conquête des droits, il va y avoir des reculs et des avancées, vu qu'en 1848, le président de la République élu est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon, et le droit de vote est supprimé, et ensuite, pour les hommes de couleur, il faudra attendre la Révolution de 1870 pour que ce droit de vote soit à nouveau rétabli, et que l'on assiste à l'émergence de députés de couleur. Alors on en avait déjà vu un en 1793, donc on en voit aussi un autre, donc Légitimus, et puis la poursuite de ces droits, c'est la seconde départementalisation en 1946. Alors les droits des Indiens, ici dans Barom, parce qu'après l'abolition, des Indiens ont été engagés pour remplacer les esclaves. Ils n'avaient pas le droit de vote du fait de leur nationalité étrangère. Et là aussi, il y a eu des combats pour cette citoyenneté. Et puis enfin, pour finir, départementalisation, Césaire. Et puis aussi pour jusqu'à aujourd'hui, vu que cette année, une loi sur l'égalité réelle a été adoptée et qui a vocation à justement aboutir à cette égalité. Alors, on va se tourner, repartir dans l'autre sens, pour voir les réalisations faites. Vous allez bien, Monsieur le Président. Voilà. Donc, pour voir les réalisations des élèves, dans le cadre du concours pédagogique. Alors, donc, ce concours pédagogique, nous en sommes à sa deuxième édition. Oui. Et cette année, nous avons eu 180 classes qui ont participé, 5000 élèves. Et c'est devenu donc, après le concours national de la résistance, un des principaux concours. Alors, normalement, sur cet écran, on devrait voir les réalisations des scolaires. Manuel. Pardon. Oh, pardon. Non, Voilà, vous le voyez, cette visite de l'exposition, c'est la houlette de Frédéric Régent, le nouveau président du comité national. Eh bien, une visite très alerte. On a appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'esclavage. Avec vous, Bruno Maillard, j'aimerais revenir sur un point, celui de cette fameuse citoyenneté. C'est le thème de cette exposition, esclavage et citoyenneté. Un esclave qui n'était plus esclave après l'abolition
n'était pas forcément citoyen à part entière dans la foulée. Oui, en sachant que théoriquement, l'esclave est considéré à la fois comme un objet de propriété, le Code Nord précise bien que c'est un bien meuble, mais aussi il jouit partiellement de la qualité de sujet de droit. Hein, on peut lui reconnaître, il peut se marier, logiquement le Code Nord précise qu'il doit être évangélisé, il pouvait être affranchi, donc on lui reconnaît bien une forme d'humanité. Lors de la première abolition de l'esclavage, il n'y a eu aucune discussion sur le sujet, les esclaves deviennent immédiatement des citoyens français, en sachant que le concept de nationalité n'existe pas vraiment en Révolution. Hein, on distingue bien des Français et des étrangers, mais c'est de fait. Lors de la seconde abolition de l'esclavage, ce qui est intéressant, c'est dans le cadre de la commission Schœlcher, il y a un vrai débat. Est-ce que ces hommes à qui l'on va redonner leurs droits fondamentaux deviennent des étrangers, puisque c'est un peu aussi le statut de l'esclave, c'est que ça n'est pas vraiment un Français, ou est-ce qu'ils deviennent des citoyens? Et ça a été automatique. Et on peut dire que c'est une forme de compensation par rapport au fait de la non-indemnisation. Merci Bruno Boyard de ces précisions. Alors, le cortège avec Emmanuel Macron, avec François Hollande, vient de regarder une vidéo consacrée à cette fameuse concours, la flamme de l'égalité. On en reparlera dans quelques instants. Et là, François Hollande, vous le voyez, poursuit sa déambulation, comme l'on dit, dans ce jardin du Luxembourg. Il y en a même certains qui sont très fiers parce qu'ils ont déjà une dédicace du président de la République, je crois. Voilà, donc maintenant il faut que tu mettes le suisse. T'as déjà prévu? Oh là là. Si vous voulez bien. C'est quelle école alors ici? Ça c'était pas prévu, c'est une chance. C'est où ça? À Sarcelles. À Sarcelles, très bien. J'étais à Sarcelles il n'y a pas longtemps. Voilà, de France, oui. Elle est belle l'école. La vôtre aussi? Oui. Alors je crois que parmi eux, il y a même un descendant de Paris 13, je connais. Chaque année, il y a Gustave Flaubert. Quelle classe vous êtes? Quatrième. Vous avez travaillé sur quel projet là? On est dans le cadre d'un projet sur l'esclavage. C'est une activité autre que les cours. Extrascolaire. Et vos enseignants sont là? Ils sont là-bas. Très bien. Et vous allez donc aboutir à quel résultat, quel projet? Là, on va faire un projet de contre un professeur. Ouais. C'est le jury du concours. Le jury du concours, très bien. Ça, c'est un collège de cinéma? Si, non, c'est pas vrai. On peut prendre une photo avec Ben oui, bien sûr. Vas-y. Il y a que toi sur la photo. Voilà, merci. On en a repéré un derrière. Bien. Hop. Voilà. Merci. Merci. Merci à tous. C'est juste qu'il va falloir un peu... Suivez-moi, que je vois mes présidents. Oui, il arrive. Mon président. Voilà, donc une fresque réalisée par donc une étudiante, donc pour représenter... Monsieur le Président. Oui, je félicite Lionel. Monsieur le Président, merci. Voilà, donc qui représente... Comment allez-vous? Bon, Monsieur le Premier ministre. Voilà. Donc qui représente l'évolution de l'esclavage jusqu'à la liberté, jusqu'à nos jours. Qui a fait ça Donc c'est une étudiante donc, qui s'appelle Eva d'Angremont. Voilà, et donc effectivement, lorsqu'un esclave était condamné à mort, il était pendu. Voilà. Ah, et d'ailleurs elle est ici, je vais vous la présenter, elle va peut-être... voilà. Pardon. Vous êtes toute jeune? Quel âge vous avez? Non, pas un an. C'est votre premier travail de cette importance? Oui. Félicitations. Merci. Et comment vous avez conçu cet En ouvrage? lisant tout ce que vous avez vu à l'intérieur Ouais. et en regardant des films D'accord. sur l'esclavage. Et dans le cadre d'un projet universitaire? Non, pour le concours Paris. Pour le concours. D'accord. Très bien. Félicitations. En art plastique. Je m'en doutais un peu, mais c'est bien de le confirmer. Bravo. Hein, bravo. Merci. L'idée, c'est de faire participer de l'école primaire jusqu'à l'université. Bonjour. Bonjour, Anne. Très bien. Oups, pardon. Bon.
Ma fille. Ah oui, j'ai compris. Elle était accrochée à toi. J'ai compris. Bon. J'ai compris le lien. Hein? Voilà. Alors, ces messieurs sont très gentils. Hein. Tu peux aussi leur tenir la main. Monsieur le Président. Mademoiselle, ne le perds pas surtout. Oui. Bonjour. Oui, oui. Bah, pour ce genre de... Pour les années de passation, je fais élargir des années. Bonjour tout le monde. C'est confisqué, c'est confisqué. Bonjour. Ah, bonjour les gens. À gauche. Ça va à gauche? Vous allez avoir deux présidents aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci d'être ce que vous êtes. Quel établissement là? Oui, toujours les mêmes. Comme on dit. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. François Hollande donc qui profite un peu. Un président détendu, visiblement entouré de toute cette jeunesse qui est là pour l'occasion non seulement bien sûr du concours, mais à l'occasion de cette commémoration dont on va rentrer maintenant dans la phase, j'allais dire, la plus officielle, celle des discours. Le président du Sénat va s'exprimer, le président de la République, bien sûr, François Hollande, va s'exprimer pour la dernière fois de son quinquennat à l'occasion de cette cérémonie, et préalablement avec la présence de la ministre des Outre-mer, Erika Barretsch, et que vous voyez à l'écran d'ailleurs, eh bien seront distribués les prix de ce concours, un concours national, Karine, qui s'adresse aux élèves de France et qui concerne bien entendu l'esclavage et ses abolitions. La flamme de la liberté. La flamme de liberté, merci François. Où 5000 élèves ont préparé en progression tous les ans. En fait, ce à quoi on assiste, c'est la partie émergée d'un iceberg, et la partie immergée, c'est toute l'année tous ces professeurs et ces élèves qui travaillent sur cette histoire de l'esclavage. Alors, dans les programmes, Bruno le soulignait tout à l'heure, intégrés du fait de la loi Taubira, mais également par des projets. L'idée de la flamme de la liberté, c'est de mettre en place des projets pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec son prof de français, son prof d'histoire, conjointement son prof d'art plastique, et donc ce sont ces projets qui sont récompensés aujourd'hui par collège, lycée et école élémentaire. Voilà, François Hollande qui s'est désormais installé sous le kiosque de ce jardin du Luxembourg. La cérémonie officielle va donc pouvoir commencer avec une première prise de parole, je vous le disais, du président du Sénat, Gérard Larcher. Il y a un petit groupe musical qui est organisé autour des musiciens de la garde républicaine. On l'entendra tout à l'heure, en particulier dans des compositions de ce fameux chevalier de Saint-Georges. On en dira quelques mots tout à l'heure, évidemment. Mais tout de suite, c'est le début des prises de parole très officielles. Gérard Larcher, puis François Hollande. Mais préalablement, eh bien, sera lu un texte important, puisqu'il s'agit, François Durper, Karine, de ce premier texte, de cette première abolition dont on entendait l'histoire tout à l'heure en visitant avec Frédéric Régent l'exposition ici même au Jardin du Luxembourg. De la République, Sontonax et Paul Vérel, proches des Amis des Noirs,
décide d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue pour rallier à la République les nombreux esclaves révoltés. 3 députés, un blanc, un noir, un mulâtre, sont chargés de faire accepter cette décision par la Convention, l'Assemblée qui gouverne alors la France. Voici un extrait de ce débat. En travaillant à la constitution du peuple français, nous n'avons pas porté nos regards sur les malheureux hommes de couleur. La postérité aura un grand reproche à nous faire de ce côté. Mais nous devons réparer ce tort. Inutilement avons-nous décrété que nul droit féodal ne serait perçu dans la République française. Vous venez d'entendre un de nos collègues dire qu'il y a encore des esclaves dans nos colonies. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de l'égalité. On aurait beau dire que nous ne reconnaissons pas d'esclaves en France. N'est-il pas vrai que les hommes de couleur sont esclaves dans nos colonies? Proclamons la liberté des hommes de couleur en faisant cet acte de justice. Vous donnez un grand exemple aux hommes de couleur esclaves dans les colonies anglaises et espagnoles. Les hommes de couleur ont, comme nous, voulu briser leur fer. Nous avons brisé les nôtres. Nous n'avons voulu nous soumettre au joug d'aucun maître. Accordons-leur le même bienfait. Je prononce l'abolition immédiate de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Une citoyenne de couleur qui assiste régulièrement aux séances de la Convention et qui a partagé tous les mouvements révolutionnaires vient de ressentir une joie si vive en voyant la liberté accordée par nous à tous ses frères qu'elle a entièrement perdu connaissance. Je demande que ce fait soit consigné au procès-verbal, que cette citoyenne admise à la séance reçoive au moins cette reconnaissance de ses vertus civiques. La Convention nationale déclare aboli l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. À l'occasion de la 2e édition du concours pédagogique La Flamme de l'égalité, dont le thème a porté cette année sur les récits de vie, 5 projets d'élèves ont été primés. Le jury a attribué 2 mentions spéciales. Ces mentions sont annoncées par M. Frédéric Régent, président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. La première mention spéciale récompense le travail des élèves et de l'équipe enseignante de la clinique médicale et pédagogique, les cadrans solaires de l'Académie de Nice. C'est un établissement qui permet à des enfants malades de suivre une scolarité et donc il a été mis hors catégorie parce qu'il y avait à la fois des enfants du primaire, du collège et également du lycée.
La deuxième mention spéciale du jury a été attribuée aux élèves de seconde et aux professeurs du lycée Édouard Herriot de Sainte-Savine dans l'Académie de Reims pour leur projet interdisciplinaire intitulé « Un long chemin vers la liberté » qui intègre à la fois une chorégraphie filmée et différentes formes d'expression artistique. Que tous les enseignants et que tous les élèves qui ont participé à ce concours soient ici remerciés. Le jury a sélectionné 3 lauréats pour les catégories école élémentaire, collège et lycée. La flamme de l'égalité de la catégorie école élémentaire est remise aux élèves de CM1 et CM2 de l'école de Jansac-sur-Garonne dans l'Académie de Toulouse. Avec leur enseignante, Madame Anne Ferry, ils ont réalisé un film d'animation, Chant d'esclaves, chant de liberté, qui traite du blues comme héritage culturel de l'esclavage à travers le parcours d'Elisabeth Cotten. Madame Naja Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Madame Erika Barreit, ministre des Outre-mer, remettent le diplôme à Lia Moutaou-Akil, qui représente sa classe. La flamme de l'égalité pour la catégorie collège a été attribuée aux élèves de 4e du collège Maurice Genevois dans l'Académie d'Orléans-Tours. Les élèves ont réalisé un court-métrage qui a pour titre « N'oublie pas », réalisé avec une équipe enseignante menée par leur professeur d'histoire et géographie, Madame Gaëlle Gavalda. Ce travail rend hommage aux hommes, aux femmes et aux enfants anonymes mis en esclavage à l'époque de la traite négrière. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, remet le diplôme à Clara Duarte Valla, qui représente sa classe. La flamme de l'égalité pour la catégorie lycée salue le projet des élèves du lycée Saint-Joseph de Belfort dans l'Académie de Besançon et de leur enseignante, Madame Anne-Laure Thomas. Le projet 1844, débat d'hier et d'aujourd'hui, pour lequel ils sont primés, mêle théâtre, composition et interprétation d'une chanson de rap. Valentin Parra, représentant sa classe, reçoit le diplôme des mains du président de la République, Monsieur François Hollande. D'accord, merci beaucoup. Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président de la République élu, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues députés et sénateurs, Monsieur le Président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis en cette fin de matinée pour commémorer la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Cette cérémonie revêt une importance particulière de par votre présence, toujours si fidèle, Monsieur le Président de la République, et par la présence de Monsieur Emmanuel Macron, à qui reviendra l'honneur de vous succéder. Je souhaitais vous dire combien, dans ce jardin du Sénat, combien, Monsieur le Président de la République, la Haute Assemblée, quelles qu'aient pu être parfois nos divergences, s'est réjouie d'avoir pu entretenir avec vous, au cours de votre quinquennat et au travers de 2 présidents du Sénat, un dialogue constructif. Je forme des vœux pour que ce dialogue s'inscrive dans la continuité. Cette journée nationale voulue par le président Jacques Chirac, pour qui j'ai une pensée particulière à cet instant, est aussi intimement liée au Sénat. D'abord par le jour retenu pour cette commémoration. C'est en effet le 10 mai 2001 que notre Haute Assemblée a solennellement qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité. Ensuite, par le choix de ce jardin, le jardin du Luxembourg, où a été érigée une sculpture de Fabrice Hibert, intitulée « Le cri et l'écrit », montrant ainsi qu'au cri des opprimés répondait l'écrit des lois. Il y eut des hommes libres, humanistes, tels que l'abbé Grégoire ou Victor Schœlcher, qui seront sénateurs et ont toujours placé leur engagement républicain au-dessus de tout, engagement qui les pousse à rendre indissociable l'abolition de l'esclavage de l'octroi de la citoyenneté pleine et entière, thème de l'exposition que nous venons d'inaugurer, Monsieur le Président. Dès la Révolution française, l'abbé Grégoire proclame la citoyenneté pour tous les esclaves. C'est le 11 mai 1791 qu'il s'exclame « Un jour, des députés de couleur franchiront l'océan pour venir siéger dans la Diète nationale ». Cette première abolition est le résultat de l'action des oubliés de l'égalité qui se révoltèrent à Saint-Domingue avec à leur tête Toussaint Louverture. S'appuyant sur la Déclaration des droits de l'homme, des esclaves revendiquent la liberté qu'ils y voient promise et obtiennent, et ceci a été rappelé, le 4 avril 1792, que l'Assemblée nationale accorde la pleine citoyenneté à tous les libres de couleur. Mais cet idéal se heurte encore et alors à la réalité coloniale. D'autres révolutions seront nécessaires pour relancer ce combat en faveur de l'accession à la citoyenneté. C'est l'abolition de l'esclavage en 1848, l'adoption du suffrage universel qui pose enfin la question de l'accession à la citoyenneté active. C'est Victor Schœlcher qui est à l'origine du décret du 27 avril 1848, décret d'abolition, qui constitue pour les colonies, comme on le disait alors, le texte fondateur de la citoyenneté, en rendant l'esclavage hors la loi et en disposant, son article 6, que ces dernières seront représentées à l'Assemblée nationale. L'esclavage est alors considéré, et je cite, comme un attentat à la dignité humaine et l'octroi de la citoyenneté comme le rétablissement du libre arbitre de l'homme. La Seconde République voulut instaurer une communauté nationale, unie et rassemblée autour des valeurs de la République, où tous les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, étaient confondus dans une même passion, l'amour de la patrie et de l'humanité. C'est le secrétaire d'État aux colonies Victor Schœlcher qui écrit « La République doit réunir tous les cœurs, toutes les volontés,
toutes les énergies en un sens commun et en un commun dévouement de la France. Cet idéal demeure, me semble-t-il, plus que jamais d'actualité. La République a su rompre alors avec le passé en fondant un nouveau contrat social basé sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Un vent de liberté souffla alors dans ce qui structurait la vie de ces anciens esclaves. Un formidable appel à l'éducation, à la démocratie et à l'accession à la propriété se fit entendre. C'est cela aussi la citoyenneté. Pour ces nouveaux hommes libres et pour leurs descendants, verser leur sang pour la patrie. Ce fut le cas dans ces terribles combats de Verdun, ou à Monte Cassino, ou ailleurs, constituera pour eux un réel moyen d'accéder à cette citoyenneté reconnue et à qui la patrie doit tant. Ces enfants de la patrie continueront à combattre pour leurs droits, avec la campagne pour la fin du statut colonial d'Aimé Césaire. Et je n'oublie jamais que je suis le successeur d'un petit-fils d'esclave, le président Gaston Monnerville. Et cette mémoire-là, elle est présente en permanence ici, dans la vie du Sénat, comme un témoignage de ce que nous devons être. Oui, héritier de l'abbé Grégoire, de Victor Schœlcher, d'Aimé Césaire, de Gaston Monnerville, et d'hommes et de femmes dont le nom n'est peut-être pas resté, mais dont le sacrifice et l'engagement est aussi un témoignage du quotidien. Nous sommes les dépositaires de ce moment de la conscience humaine, où la France brisa les chaînes des esclaves pour leur accorder la citoyenneté. Ce moment de mémoire partagée doit être, à mes yeux, plus qu'un simple rappel d'événements inscrits dans l'histoire. Il doit être pour nous un facteur de cohésion nationale dans une France qui est l'objet de tant de fractures et de divisions. Il est l'occasion de rappeler que l'esclavage et la traite négrière trouvent leur insupportable justification intellectuelle et morale dans l'idée d'une race supérieure ou de races inférieures, en contradiction absolue avec notre idéal républicain. Il doit être pour nous l'occasion de montrer que la lutte contre l'asservissement et celle contre le racisme sont encore des combats que nous avons à mener au quotidien avec exigence et jamais avec accommodement. Il nous faut résister, il nous faut refuser toute facilité, refuser tout abandon, refuser toute forme d'assujettissement de notre capacité à penser, à agir, à imaginer librement. Ces combats, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président qui venait d'être élu, doivent rassembler toutes celles et tous ceux qui mettent les valeurs et attitudes républicaines au cœur de leurs engagements politiques et publics. Ils doivent nous réunir pour que la France continue à être respectée par tous nos concitoyens sur son sol. Ce sont des combats qu'ici, au Sénat, nous voulons continuer à mener inlassablement. Oui, inlassablement. Le sens d'une commémoration comme la nôtre, c'est aussi de ne pas oublier ces enfants, ces femmes et ces hommes qui font aujourd'hui l'objet d'une exploitation barbare de la part de Daesh ou de Boko Haram. C'est l'affirmation de l'universalité et de l'indivisibilité de ce qu'on qualifie d'un mot de biologiste, l'espèce humaine. Puisse cet esprit inspirer nos prochains combats. Comme le déclarait Schœlcher, la liberté, quand son jour est venu, est comme la vapeur. Elle a une force d'expansion indéfinie et infinie. Elle renverse et brise ce qui lui fait obstacle. C'est cette force d'expansion indéfinie qui nous permet de combattre cette injure permanente. Il y va de notre dignité, de notre courage. Il y va des respects des valeurs de la République à laquelle ici nous sommes tous attachés. Je vous remercie. Monsieur le Président élu,
cher Emmanuel Macron, je suis heureux de votre présence ici pour cette cérémonie. Vous avez voulu y participer comme pour montrer la volonté de poursuivre le devoir de mémoire et ainsi de préparer l'avenir. Je veux saluer le président du Sénat qui, chaque année, organise cette commémoration avec le président ici du comité. Je tiens aussi à remercier pour leur présence le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale et de nombreux représentants d'associations. C'est cette union-là qui est essentielle dans ces instants où il faut dépasser les clivages et les sensibilités pour nous hisser au niveau des exigences de la République. C'est la dernière fois que je participe en tant que président à cette cérémonie du Jardin du Luxembourg. La première, je m'en souviens, c'était en mai 2012 et je faisais ici respecter une tradition qui avait été voulue par Jacques Chirac, dont vous avez rappelé le rôle, pour la décision qu'il avait prise de cette journée de commémoration. Mais en ce 10 mai 2017, notre rassemblement prend un caractère symbolique. Le 10 mai, c'est une date qui compte dans l'histoire de notre pays. Le 10 mai, c'est la volonté qui avait été celle de ceux qui avaient instauré cette journée, c'est la commémoration de l'esclavage, des traites et de l'abolition. Mais il se trouve que le 10 mai 2017 vient après une élection présidentielle, où dimanche dernier, les Françaises et les Français ont affirmé leur attachement à la République, marqué leur adhésion à des valeurs fondamentales, à ces principes qui nous unissent tous et qui s'appellent tolérance, respect, dignité, démocratie, ouverture. Alors, je voulais, en cette journée, non pas simplement rappeler l'histoire, elle est connue, mais dire que longtemps elle a été enfouie, occultée, avec sans doute cette tentation de l'effacer. Il a fallu du temps et beaucoup de combats pour faire en sorte qu'enfin cette mémoire puisse être pleinement reconnue par la République. Il y a d'abord eu la loi du 30 juin 1983 qui a institué jour férié la date de proclamation de l'abolition de 1848 dans chaque département d'outre-mer. Car les populations de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, elles, n'avaient jamais oublié ce moment plein d'émotion et de ferveur où leurs ancêtres étaient devenus immédiatement des citoyens et des citoyennes français. Comme cela nous a été rappelé tout à l'heure lors de l'exposition. En évoquant cette loi aujourd'hui, 1983, j'ai une pensée pour Henri Emmanuelli, disparu cette année, car il était le secrétaire d'État chargé des départements et des territoires d'outre-mer, et il avait défendu ce projet devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale. En 1988, la République a célébré le 150e anniversaire de l'abolition par la voix de Lionel Jospin à Champagné. Champagné, ce village de Haute-Saône où je suis allé récemment et dont les habitants avaient demandé en 1789, dans les cahiers de doléances, l'abolition de l'esclavage. C'est aussi à ce moment que la société a fait réapparaître le souvenir du crime et des souffrances qu'il avait provoquées. Le 13 mars 1998, les écrivains Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau et le prix Nobel Wole Soyinka,
lance à la Sorbonne une déclaration nommant la traite négrière et l'esclavage perpétrés dans les Amériques et l'océan Indien crimes contre l'humanité. Alors, le 23 mai 1998, des milliers, des dizaines de milliers même, de descendants d'esclaves manifestèrent à Paris pour revendiquer cette reconnaissance. Ce mouvement s'est poursuivi. Il a été consacré par la loi du 21 mai 2001, la loi Taubira. La République a alors solennellement reconnu l'esclavage et la traite. Je salue Christiane Taubira à cet instant. Vous l'aviez fait sans la voir, car sa voix peut porter même quand elle ne dit rien. La République avait reconnu l'esclavage, la traite comme un crime contre l'humanité, mais il y en a toujours qui s'en étonnent. Et pourtant, ce sont les historiens qui leur répondent. Ils leur rappellent que dès 1794, le législateur qualifiait l'esclavage de crime de lèse-humanité, comme s'il y avait déjà cette préfiguration de ce que fut pourtant ce crime et sa reconnaissance bien plus tard. Un crime jugé alors si grave, à cette époque, que le coupable était automatiquement privé de sa citoyenneté et même de sa nationalité, selon les lois adoptées par la République après l'abolition de 1848. On était sévère à cette époque. Ces lois ont été en vigueur pendant 100 ans et les archives montrent que les sanctions ont été effectivement appliquées chaque fois que l'on remettait en cause le crime de lèse-majesté, de lèse-humanité. Il pouvait même arriver que la majesté puisse être lui-même un criminel de lèse-humanité. La loi de 2001 n'est donc pas une rupture, mais un rappel. Elle ne dicte pas l'histoire, elle la transmet. Et c'est le sens des institutions qu'elle a créées. Je pense notamment au Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, présidé aujourd'hui par Frédéric Régent, après l'avoir été par Maryse Condé, Françoise Vergès et Myriam Cotias. Il a fallu aussi améliorer la connaissance et la diffuser, et c'est notamment la belle initiative qui a été prise en 2015 avec le ministère de l'Éducation nationale, le concours de la Flamme de l'égalité, et nous venons d'en remettre les prix. Je pense enfin à la journée du 10 mai que Jacques Chirac a été le premier à présider et qui est maintenant ancrée dans le calendrier républicain. Et puis, il y a cette loi sur l'égalité réelle outre-mer que nous avons voulu, que la ministre a portée et qui aujourd'hui également est une loi qui est devenue une grande loi républicaine. En 2006, dans le discours que, ici même, Jacques Chirac avait prononcé, il avait affirmé que pour que cet événement vive dans la durée, il fallait l'incarner dans un lieu de mémoire, de travail et d'échange. Il avait alors confié à Édouard Glissant la mission d'imaginer ce lieu. Il avait fait des propositions, Édouard Glissant, qui était resté, hélas, lettre morte. Alors je n'ai pas voulu qu'elle reste plus longtemps oubliée. J'ai d'abord apporté le soutien de l'État à la création du Memorial Act, cette grande réalisation voulue et portée par Victorin Lurel et la région Guadeloupe. Je l'ai moi-même inauguré le 10 mai 2015, en présence de nombreux chefs d'État des gouvernements de l'Afrique et de la Caraïbe, avant de me rendre à Haïti,
parce que je tenais aussi à parler de l'esclavage à Haïti et de la responsabilité qui avait été celle de la France. Sur la terre même où les esclaves ont peiné, le Memorial Act offre désormais à tous les visiteurs un parcours qui rappelle ce que fut ce système odieux qui permit à des êtres humains d'en posséder d'autres, de les acheter, de les revendre comme des biens meubles et de les exploiter comme des bêtes de somme. Mais le parcours du Memorial Act montre aussi que de ce crime atroce est sortie une population mélangée, a émergé une nouvelle civilisation, de nouvelles manières de résister, de s'affirmer, qui ont engendré de nouvelles formes d'art, de culture, riches et métissées. Du racisme le plus abject est ainsi née une forme d'universel, ce phénomène que le poète appelle la créolisation du monde. Il restait à donner à cette mémoire l'institution nationale qui lui manquait. C'est pourquoi j'avais annoncé l'année dernière que je souhaitais que la France puisse se doter d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Lionel Zinsou a dessiné les concours dans un rapport qu'il m'a remis le 8 mars dernier, ainsi qu'au Premier ministre. Le 3 mai 2017, j'ai présidé à l'Élysée la cérémonie de signature des statuts du groupement d'intérêt public qui va donc préfigurer la fondation. Son siège sera à l'hôtel de la Marine, là où même Victor Schœlcher a signé le décret d'abolition de l'esclavage il y a 169 ans. Il y a chez chaque président élu beaucoup d'émotions et d'images, de sentiments qui surgissent. Quelles promesses réalisées, quels engagements respectés et sur lesquels il faudra veiller. Et puis il y a aussi des rêves que l'on peut porter et qui n'ont pas de caractère financier, qui n'ont pas forcément été au cœur d'une campagne électorale. Il y a aussi ces gestes et ces actes mémoriels qu'il nous faut accomplir. Et en 2012, je me souvenais des paroles d'Édouard Glissant, de ce qui m'avait été transmis pour qu'un jour il y ait une fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions. Et permettez-moi de dire que je suis fier que pour une des dernières cérémonies, sans doute la dernière, avant que je ne remette la totalité de mes pouvoirs, n'ayez aucune crainte, je n'en garderai aucun d'autre, à Emmanuel Macron, président élu, donc mes responsabilités, que cette dernière cérémonie soit pour consacrer une promesse que j'avais faite à tous ceux qui voulaient cette fondation. Eh bien oui, aujourd'hui, je suis fier qu'il puisse y avoir cette fondation. Elle sera présidée par Jean-Marc Ayrault, et je le remercie d'avoir accepté cette mission. Et à côté des représentants de l'État, des institutions financières ici présentes, des associations, des fondations, 5 personnes qualifiées porteront avec lui cette ambition. Doudou Dienne, ancien responsable du programme La Route de l'Esclave, Olivier Laouchez, président d'un groupe de médias, Léla Si, réalisatrice, Françoise Vergès et Lionel Zinsou, que je remercie encore pour avoir préparé cette mission. Eh bien, le rôle de cette fondation sera de travailler avec toutes les organisations, tous les acteurs qui ont à cœur d'assurer la mémoire de l'esclavage et des traites et qui seront associés d'une façon ou d'une autre à son conseil d'orientation. La Fondation travaillera avec la ville de Paris à la réalisation d'un monument et d'un lieu muséal dédié à cette mémoire. Et puis, en 2018, la Fondation sera officiellement bâtie et elle aura vocation à être un pont entre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique
et l'océan Indien. C'est toujours le rôle de la France de lancer des passerelles, de faire que des civilisations se rencontrent, que les cultures puissent dialoguer. Et c'est toujours le rôle de la France d'être en avant-garde. C'est elle qui avait aboli l'esclavage. Mais il faut toujours avoir un esprit de résistance et de vigilance. La même France qui peut être glorieuse peut parfois retomber dans ses errements. Il y a toujours des tentations. Il y a toujours des forces plus ou moins obscures qui essayent de tirer la France là où elle ne veut pas aller, mais où elle est parfois apeurée et cherche un autre destin que celui que la République lui a fixé. Alors, c'est cette France, c'est cette grande France que vous devez continuer à réconcilier, à rassembler, à réunir pour qu'elle soit toujours sur la bonne direction. Jamais nous ne pourrons restaurer le monde d'avant l'esclavage, d'avant la traite. C'est Aimé Césaire qui le disait en disant que ce qui s'était passé était irréparable. On n'efface pas le passé, on le dépasse. Il faut alors poser des actes. D'abord l'acte de dire, de déclarer, de parler. Face aux mémoires blessées, c'est la vérité qui libère et c'est l'oubli qui exclut. C'est la lucidité qui grandit et c'est le déni qui divise. Voilà pourquoi il faut aller jusqu'au bout de la reconnaissance. C'est ce qu'avait fait Jacques Chirac au Veldiv en 1995. C'est ce que Nicolas Sarkozy a fait à Constantine en 2007. C'est ce que j'ai fait à mon tour au Veldiv, à Drancy. C'est ce que j'ai fait ensuite à Tiaroy, au Sénégal, en souvenir des tirailleurs sénégalais massacrés en 1944. C'est ce que j'ai fait à Papeete, quand j'ai reconnu les conséquences des essais nucléaires français. C'est ce que j'ai fait à Montreuil-Bellay, à propos des gens du voyage, internés par la France entre 1940 et 1946, et qui n'avaient toujours pas le droit d'être citoyens inscrits, qui devaient avoir un carnet pour se déplacer. C'est ce que j'ai fait à Madagascar, près de 70 ans après la répression de l'insurrection sur la Grande Île. C'est ce que j'ai fait le 19 mars pour la guerre d'Algérie. C'est ce que j'ai fait aussi pour la reconnaissance de la responsabilité de la France lors de la journée nationale des harkis qui ont été abandonnés. Il ne s'agit pas d'opposer une douleur à une autre. La concurrence des mémoires est un mensonge. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur, dans la souffrance, dans la barbarie. Nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons. Nous sommes là pour empêcher que ce qui a été le pire puisse se reproduire. Poser des actes, c'est aussi donner à la mémoire des institutions, des lieux, des symboles, comme cette journée, qui nous rappelle à nos devoirs, contre toutes les idéologies qui inventent des hiérarchies entre les peuples, entre les gens, entre les races, même si ce mot ne devrait plus figurer dans la Constitution. Oui, nous devons continuer à nous battre contre l'indifférence, qui est le pire des maux. Indifférence à la souffrance, indifférence à la guerre, indifférence au massacre, indifférence face aux dictatures. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde, des enfants, des femmes, des hommes sont privés de liberté, prostitués, livrés au trafic, à l'exploitation sur tous les continents. Vous venez de rappeler, Monsieur le Président du Sénat, ce qu'avait fait Boko Haram en enlevant des jeunes filles, que l'on a retrouvées, pas toutes, et la plupart meurtries, et qui ne doivent pas être discriminées à cause de ce qu'elles ont subi. Les femmes qui subissent des violences ne doivent pas être regardées parce qu'elles ont subi des violences, mais parce qu'elles ont droit à la dignité, à l'égalité, au respect. Oui, nous devons continuer à nous battre contre les divisions qui déchirent les peuples, y compris ici, contre les discours qui jettent les gens les uns contre les autres, contre les intégrismes, contre les obscurantismes, contre les communautarismes. Il y a encore beaucoup à faire, Monsieur le Président. Cette journée nationale nous rappelle que la France n'est vraiment la France que lorsqu'elle porte la voix de la liberté, celle des hommes,
dont les noms sont gravés sur les murs du Panthéon. Louis Delgrès, Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, Aimé Césaire. Mais celle des femmes dont l'histoire n'a pas retenu les noms et qui ont été aussi résistantes avec courage contre l'abjection d'un système qui leur déniait toute humanité. Vive ces femmes anonymes qui ont fait la dignité de la France. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs semaines, beaucoup de pays, la plupart d'ailleurs, avaient les yeux tournés vers la France à l'occasion de l'élection présidentielle. Car ce qui se passe en France a toujours une résonance particulière dans le monde. Parce que la France incarne un idéal, un mode de vie, une culture. Parce qu'elle porte un message qui n'est pas différent des autres, mais qui a été porté peut-être plus tôt qu'ailleurs, et avec des mots que nous avons inventés. Les droits de l'homme, l'égalité. Nous sommes la première nation à avoir aboli l'esclavage et aussi à avoir conquis des droits et des libertés. Voilà pourquoi il est plus que jamais nécessaire de faire la paix des mémoires. Comme l'écrivait Glissant, nous entrerons alors, et il parlait il y a presque 20 ans, nous entrerons alors dans l'archipel inédit où les communautés humaines pourront se connaître, s'équivaloir, échanger en échangeant, sans pour autant se perdre ni se dénaturer. Voilà le message du 10 mai. C'est la journée de la mémoire de l'esclavage, des traites et des abolitions. Mais c'est surtout le projet de la République. Et c'est toujours, et ce sera toujours, le message de la France. Il vous revient maintenant, Monsieur le Président, cher Emmanuel, de porter ce message, de le porter ici en France, de le porter en Europe et partout dans le monde. Vive la République et vive la France. Voilà le président qui vient d'achever un petit bain de foule et qui sort du kiosque pour nous rejoindre. Merci Monsieur le Président. Un dernier discours, une dernière cérémonie officielle pour célébrer l'abolition de l'esclavage et la citoyenneté. C'est une belle sortie. Oui, parce que cette journée, elle est symbolique. Elle est symbolique parce que c'est le 10 mai et que c'est la journée de la mémoire de l'esclavage, des traites et de l'abolition. C'est aussi le 10 mai, pour beaucoup, c'est l'avènement de la gauche aux responsabilités avec François Mitterrand. Le 10 mai, il se trouve que c'est au lendemain d'une élection présidentielle et qu'il y avait deux présidents aujourd'hui. Le président qui va maintenant quitter ses fonctions et l'autre qui va entrer dans ses responsabilités. Donc il y avait comme aussi une communion qui devait se faire, une communion liée à toutes les mémoires que nous devons reconnaître. Et d'abord celle de ce crime contre l'humanité qui a été l'esclavage, et puis communion nationale avec la représentation du Sénat, de l'Assemblée, des deux présidents, et avec conscience que nous devons toujours nous battre pour être au niveau de vigilance qui est nécessaire face à toutes les remises en cause de nos libertés. Avec le président élu, c'était une communion ou une passation de témoins philosophiques? Oui, c'était une communion philosophique alors que nous pouvions partager. C'était aussi une transmission. Il y avait pour lui sûrement l'émotion liée à sa première sortie comme président élu, au-delà du 8 mai. Et puis il y a l'approche de la transmission effective qui viendra le 14, qui viendra dimanche et qui scellera à ce moment-là sa prise de fonction. Et donc il était aussi témoin de ce passage puisque lui-même aura l'occasion de poursuivre ce que j'ai engagé. Vous allez faire quoi après? Vous avez dit que vous ne reviendriez plus évidemment en tant que président pour cette commémoration du 10 mai, mais on vous reverra ici? Oui, on me reverra, non pas forcément dans toutes les cérémonies, mais celle-là me tient particulièrement à cœur, puisque moi j'ai voulu la présider dès mon entrée en fonction, et j'ai manqué qu'une fois la cérémonie ici, mais c'était pour le mémorial en Guadeloupe. Voilà. C'était une belle initiative qu'avait prise le président Lurel, et à laquelle la France voulait donner tout son prestige.
parce que c'était la première fois qu'il y avait une institution qui était créée, notamment dans la France outre-mer, et qui servait de trait d'union avec l'ensemble des continents. C'est votre dernière cérémonie officielle. Vous avez fini avec la politique? Non, j'en ai terminé avec les cérémonies comme président de la République. Mais la politique, elle est celle que tout citoyen, quelle qu'ait été sa place, quel qu'ait été son rôle, quelle que soit sa position, doit avoir à l'esprit. La politique, c'est la vie de la France. La politique, c'est les choix essentiels pour le pays. Et donc, nul ne peut se mettre à l'écart. Et il y a toujours une utilité. Il faut se poser cette même question qui revient sans cesse. Comment puis-je être utile à mon pays? Eh bien, c'est à cette question que je vais répondre maintenant, en réfléchissant, en travaillant, en produisant et en intervenant quand ça me paraîtra utile. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vous venez d'écouter en direct le président de la République, François Hollande, qui va maintenant quitter le jardin de Luxembourg à la suite de cette cérémonie, la dernière de son quinquennat, ici même au Sénat. Gérard Larcher, le président de l'institution, nous a rejoint, je l'en remercie. Il nous a également rejoint sur ce plateau Lionel Zinzou. On va reparler bien entendu de la fondation annoncée par le président de la République tout à l'heure. Vous en avez été à un certain moment le préfigurateur. Gérard Larcher, comment vous avez écouté, entendu le discours très riche du président de la République aujourd'hui, il y a quelques instants ici même? D'abord comme le signe de la continuité d'une action et d'une volonté qui a commencé au moment de la Révolution française et qui a toujours conduit à la recherche des principes que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen avait fait sienne à Versailles. Et je dois dire que cette continuité dans ces lieux, elle a été incarnée notamment par un certain nombre d'hommes. Je pense bien sûr à l'abbé Grégoire, je pense à Victor Schœlcher, je pense aussi à Gaston Monnerville, qui a été un de mes très glorieux prédécesseurs, qui était lui-même petit-fils d'esclave. Et c'est un peu le symbole de cette République, d'une République qui ne transige jamais sur les valeurs, mais une République qui, dans ce jardin, veut aussi que nous trouvions l'apaisement dans un monde et une société, nous l'avons vu dans le débat récent de l'élection présidentielle, trop souvent déchirée, en désarroi. Et ce désarroi, cette déchirure, nous ne pouvons pas ne pas l'oublier, nous qui avons des responsabilités politiques. Et ce matin, c'est un temps de mémoire, c'est aussi un temps où on se positionne sur l'essentiel des valeurs que nous avons en partage dans la République. Et ça a été dit par vous-même, Gérard Larcher, et par le président de la République, dont vous avez salué la présence fidèle à cette cérémonie depuis 5 ans. Présence fidèle, et aussi j'ai eu l'occasion, même si nous avons eu parfois des divergences, de dire que quand les moments étaient essentiels, nous nous retrouvions. C'est aussi l'image d'une assemblée, qui est une assemblée ici qui a un rôle de balancier stabilisateur, mais vous le savez, de défense essentielle des libertés individuelles et collectives. Et c'est bien d'une liberté dont on parlait ce matin, d'une liberté à la fois individuelle et collective. Et c'est un combat d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi j'ai voulu aussi citer un certain nombre de désordres du monde que connaît bien Lionel Zinzou. Et je voudrais profiter de ce moment pour saluer son action à la Fondation, mais aussi son action comme éclaireur, oui. Notamment des défis que nous avons à relever, la France, l'Europe, avec le continent africain. Karine, c'est la fin de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en direct ici des Jardins ensoleillés du Luxembourg pour cette 12e cérémonie du 10 mai sur les mémoires de l'esclavage et de leur abolition. Merci Karine. Merci à toutes les équipes de France O et de Public Sénat. À très bientôt. Merci de votre fidélité.